Bonjour à tous, je suis Soukaina Gutiérrez, artisane maroquinière dans une maison de luxe et maintenant je suis aussi podcasteuse et je suis ravie de vous accueillir sur Luxe et Artisanat. Grâce à mon métier, j'ai la chance d'être entourée de personnes exceptionnelles qui travaillent dans les coulisses de grandes maisons et j'ai donc décidé de partager avec vous leurs expériences. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir d'inviter Morgane Le Gall. Morgane est artisane maroquinière à l'atelier Peaux Précieuses de la maison Goyard. Vous allez voir, elle nous parle de son métier avec passion. Afin de vous retrouver dans l'épisode, voici les différentes parties. Dans un premier temps, Morgane nous détaille son parcours académique. J'ai pensé qu'il était important et intéressant d'en savoir plus sur les études à suivre pour devenir artisan maroquinier. Depuis un certain temps, nous pouvons remarquer un nombre croissant de reconversions professionnelles dans les métiers de l'artisanat. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous envisagent une reconversion ou sont déjà en reconversion. Cependant, il y a quelques années, aux yeux d'une grande majorité de personnes, vouloir devenir artisan, ce n'était franchement pas la voie royale. J'étais donc curieuse d'en savoir plus sur le choix de Morgane de devenir artisane maroquinière. Et puis, vous verrez que dans un métier artisanal, on peut même aller très loin dans les études, ce qui casse certains préjugés. À partir de la 18e minute, on rentre dans le vif du sujet puisque Morgane nous explique comment on fabrique un sac de A à Z. On verra ensuite les différents types de peaux de crocodile qui existent. Puis, vous en saurez plus sur les outils utilisés en maroquinerie. Enfin, Morgane nous expliquera les différents métiers que l'on peut trouver dans un atelier de maroquinerie. Cet épisode est assez technique à certains moments, car je voulais partager avec vous mon métier. J'avais donc vraiment envie de ne rien laisser au hasard. J'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer Morgane. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Bonne écoute. Bonjour Morgane. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. Alors, donc pour être totalement transparent avec vous, donc en fait Morgane et moi on travaille ensemble, donc on est collègues, donc dans le même atelier, et donc on est toutes les deux maroquinières, mais bon Morgane, du coup je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Morgane Le Gall, je suis maroquinière depuis 9 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 18 ans à travailler. Vraiment travailler à 18 ans et ma formation à l'école avait commencé à 16-17 ans. Voilà. Alors, du coup, on va reprendre en fait au niveau de ta formation. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir expliquer aux gens qui nous écoutent comment, déjà, quand on veut devenir maroquinier, quel type de formation on fait, etc. Et ensuite, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur les entreprises dans lesquelles tu as pu travailler. D'accord. Donc, du coup, au niveau de ta formation, donc, tu as commencé, c'est quoi, c'est à partir du collège Après le collège, D'accord. Après la troisième, en fait, j'ai choisi pour mon orientation. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc c'était un peu compliqué, mais je savais ce que je voulais pas faire. Donc, je voulais absolument pas faire des études au lycée général. Je savais que ça allait pas me plaire. Je voulais faire un métier manuel, donc j'ai fait des recherches. J'avais une conseillère d'orientation. Je me suis déplacée dans différentes écoles pour voir les formations qu'ils proposaient, toujours dans des métiers manuels, donc surtout orientés vers la tapisserie, en meubles, en sièges, et aussi j'ai commencé à m'intéresser un peu au métier du cuir, mais par hasard, dans une école en faisant une porte ouverte. Et ça m'a plu, alors que sur le papier, ça m'intéressait pas forcément. Donc là, j'ai demandé à faire un mini-stage, en fait. Ce qui était génial, ce qui a tout déclenché, je pense, parce que j'ai passé une après-midi entière dans une classe alors c'était BEP à l'époque. Je suis allée, j'étais dans la classe avec les élèves, j'ai fait des petits exercices, j'ai pu vraiment parler avec les élèves, donc ça c'était hyper intéressant parce qu'eux pouvaient me donner vraiment leur point de vue, voilà ce qu'ils avaient fait à la sortie du collège pour rentrer dans cette école.
Donc ça m'a plu, j'ai déposé tout de suite ma candidature et en fait ils m'ont rappelé pour me dire qu'il n'y avait plus de place dans. C'était quelle école ? Donc, l'école c'était Grégoire Ferrandi, donc les ateliers Grégoire, et aujourd'hui l'école a déménagé et s'appelle La Fabrique. D'accord. Et c'est toujours à Paris. Donc un peu compliqué pour rentrer dans cette école, pourtant j'avais eu le gros coup de cœur pour la formation, donc c'était compliqué, et finalement j'ai réussi à avoir une place dans une classe qui s'appelait la CPA. C'était une classe préparatoire à l'apprentissage, donc on apprenait la base de 3 métiers, donc la menuiserie, la tapisserie et la maroquinerie, pendant 1 an. Il n'y avait pas de diplôme, rien, donc au niveau des matières générales, c'était libre. Ça, c'était super parce qu'il n'y avait aucune pression. Donc voilà, j'ai fait cette classe d'1 an qui m'a beaucoup plu et qui m'a vraiment permis de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire et en découvrant en commençant à apprendre doucement, sans pression, ça m'a vraiment conforté dans mon choix. Donc, après ça, j'ai fait un bac pro en 3 ans. Donc, lors de la première année, j'ai passé le CAP. Ah, voilà, c'est ça ce que j'allais te demander, le CAP en fait. Okay. C'est ça. CAP au bout de la première année. Donc, en fait, ça, c'est juste après la 3e. Donc, juste après la 3e, du coup, 1 an de CPA qui n'est pas obligatoire. C'est vraiment, c'est la seule école en France à faire cette prépa apprentissage. Donc après 3 ans de bac pro, le CAP au bout de la première année, et au bout de la 2e année, le début de l'apprentissage, donc chez Vuitton pour moi, parce que j'avais fait un stage la première année qui s'était très bien passé, et donc j'ai eu la chance de faire mon apprentissage pendant du coup 2 ans chez eux. Et ce qui m'a permis de prolonger par la suite par le BTS, toujours en alternance. Alors, du coup, Donc, du coup, j'aimerais juste revenir un petit peu. Au moment en fait, où tu t'es lancé, où tu as décidé de faire le CAP, les métiers manuels n'avaient pas très bonne réputation, notamment, par exemple, faire un CAP, c'était pas forcément bien vu. On faisait en sorte que, enfin, je veux dire, voilà, quand on va un CAP, c'est que t'es pas forcément vu dans les études. Voilà. Alors que toi, dès le début, t'avais pas... C'était un choix. C'était un choix, et personne n'a jamais essayé de te dissuader de ce choix. Non, au contraire, mes parents n'ont pas fait de grandes études et en fait m'ont toujours dit fais un métier qui te plaît. Et en fait, c'est vraiment une chance d'avoir été soutenue depuis le début par tous les membres de ma famille, par mes amis. Enfin voilà, tout le monde me disait c'est génial ce que tu fais. Et puis ils voyaient que j'étais épanouie et que ça me plaisait, donc non, et puis de toute façon, quel que soit le métier qu'on choisit, si on est bon et qu'on aime ce qu'on fait, on peut aller très loin, donc ça a posé aucun problème. Non mais t'as raison, mais je trouve que d'ailleurs, t'as fait preuve de quand même pas mal de maturité, où dès le collège, dès la 3e, toi-même t'es partie te renseigner au niveau des écoles. Ouais. Pour les formations, c'est toi qui as demandé, qui a fait la démarche de faire un stage. J'ai redoublé ma 3e. Et donc, lors de ma 2e, 3e, là, je savais qu'il fallait vraiment que je me bouge parce que je ne voulais absolument pas aller en lycée professionnel, et je savais que de toute façon... En lycée général. En lycée général, ça allait pas le faire, et puis je sortirais sûrement sans mon bac parce que j'aimais pas les études, donc ça allait pas... Voilà, j'étais pas motivée pour ça, donc ouais, je suis allée voir la conseillère d'orientation, et c'est elle qui m'a vraiment conseillé de faire beaucoup de portes ouvertes d'école. Et là, ça a été vraiment le déclenchement de parler avec les profs, de parler avec les élèves. À chaque fois, j'étais accompagnée de mes parents. Donc ça, je pense que c'est très important aussi. Quand un élève cherche une formation, de voir qu'il est soutenu par sa famille, je pense que ça aide énormément. Moi, je pense que ça a joué beaucoup dans la place que j'ai eue en CPA dans l'école Grégoire Ferrandi. C'était la dernière place qui restait. Voilà, on m'a proposé ça. C'était un peu la dernière chance si vraiment vous voulez venir dans notre école. Et ça l'a fait, quoi. Et je regrette pas du tout. Parce qu'au final, juste après cette année-là, ils ont supprimé le BEP. Donc en fait, je me suis retrouvée face au choix de soit choisir un CAP en 2 ans, soit un bac professionnel. Moi, je suis allée tout de suite vers le bac professionnel. Et ils nous ont quand même fait passer le CAP au bout de la première année pour être sûr d'avoir au moins un diplôme si jamais ça s'arrêtait en cours.
d'apprentissage. D'accord. Et donc, c'est là, du coup, une fois que tu es passé en bac professionnel, après là, du coup, tu as fait ton apprentissage chez Louis Vuitton. C'est ça. Ok. Pendant le bac professionnel. Les 2 dernières années étaient en apprentissage. Ok. Donc là, j'ai vraiment découvert ce que c'était que la maroquinerie au terme propre, vraiment dans une entreprise. J'avais vraiment mon poste dès le départ. J'ai suivi une petite formation, je crois qu'il avait duré 1 mois quand je suis arrivée. Et, alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir son poste pour les gens qui ne savent pas? Avoir son poste, c'est-à-dire que j'étais totalement autonome. J'avais bien sûr, je pouvais demander de l'aide à qui je voulais, hein, mais j'avais un poste à part entière. Donc j'avais une machine à coudre à moi seule, j'avais mes outils, j'avais mes caisses avec mon travail à l'intérieur, mes morceaux de cuir à coudre, tout était défini et j'étais la seule à travailler sur cette étape du sac en fait. Tout était séparé. C'était un peu du travail entre guillemets à la chaîne, j'aime pas dire cette expression, mais c'était ça. On était à peu près une quinzaine de personnes à travailler sur les sacs. On faisait une 50aine de sacs par jour. Et donc, chaque personne avait sa charge de travail. Et moi, j'avais ma charge de travail comme les autres. D'accord, ok. Et donc, du coup, ensuite, tu as dit que tu avais enchaîné avec le BTS. Ouais, c'est ça. Donc, le BTS, qu'est-ce que tu as appris? C'était où? Donc, toujours en alternance. Ça, c'était vraiment hyper important pour moi parce que quand on a goûté à l'alternance, qu'on a un petit salaire, qu'on est indépendant et qu'on commence à se faire son CV, parce que mine de rien, ça compte énormément quand même. Quand à la fin des études pour chercher du boulot, l'alternance pèse énormément sur le CV. Donc il y avait qu'une école en France donc qui était à Cholet. Donc je me suis inscrite, j'ai été acceptée, nickel. Et chez Vuitton, ils m'ont gardée en apprentissage pour le BTS. Du coup, j'ai prolongé de 2 ans. Et puis ça s'est très bien passé. J'ai pu passer. Du coup, le BTS c'était plus orienté prototypage, metteur au point, maquettage. C'est vraiment sur le développement des sacs. Donc je suis passée des ateliers de couture, de préparation, vraiment de fabrication des sacs, plus au bureau d'études. Vers la fin de mon apprentissage, c'était génial parce que j'ai vu des sacs vraiment tout ce qui se passe avant, en fait, toute la préparation, tout le développement, toute la réflexion, tout faire les dessins sur l'ordinateur, des plans, de la programmation. Des différentes étapes après, parce que le sac a été mis en ligne, c'est-à-dire mis en fabrication dans l'atelier dans lequel je travaillais. Donc après, il a fallu former aussi les gens. Donc, c'était super intéressant. Et là, tu avais quel âge? J'avais 21 ans. 21 et 22 ans en BTS. Et en fait, à 22 ans, tu avais déjà 3 ans d'expérience professionnelle. C'est ça. 2 ans. 2 ans d'apprentissage. Et puis après, j'avais fait aussi des stages avant. Donc ça va. Ok, très bien. Et du coup, une fois que tu as eu ton BTS, qu'est-ce que tu as fait? J'ai cherché du travail. Donc là, j'ai eu encore beaucoup de chance parce que je m'y suis pris un petit peu tôt, c'est-à-dire avant même de passer mon diplôme. Dès le mois de mai, je commençais déjà à postuler dans les entreprises. Et mon ancien patron, mon ancien chef chez Vuitton était parti 1 an avant la fin de mon BTS pour monter à l'atelier Goyard. Et donc quand j'ai cherché du boulot, c'est lui qui m'a appelé pour me proposer un poste. Donc on s'est rencontrés, il m'a expliqué ce que lui recherchait. Et puis moi, j'étais ravie qu'on me propose un poste aussi intéressant parce que c'était... Dans la maroquinerie, c'était dans un tout petit atelier. Ce qui changeait et ce qui me plaisait plus, ce que je recherchais en fait. Et surtout, c'était sur de l'exotique, donc vraiment les cuirs précieux dans la maroquinerie, donc un peu le haut de gamme du luxe. Et ça, c'était hyper intéressant d'avoir un poste à cet âge-là, quoi, à la sortie des études. Ouais.
Non, mais c'est sûr, je confirme que c'est un poste hyper intéressant. Et donc là, du coup, ça fait combien de temps là, que tu es chez Goyard ? Ça fait 4 ans et demi. D'accord. Donc quand je suis arrivée, on était... moi, je suis arrivée en septembre et l'atelier a ouvert en janvier. Donc on était 4-5 personnes dans l'atelier. Donc c'était vraiment tout petit. Ce qui m'a plu dès le départ, parce que c'est vrai que chez Vuitton, on était 150 personnes à peu près sur le site. Il est où le site ? À Asnières. Asnières-sur-Seine. Asnières-sur-Seine, qui est en région parisienne. C'est ça, vraiment tout proche de Paris. Et là, Goyard, c'est en plein centre de Paris. Oui, à côté de la place Vendôme. À côté de la place Vendôme, voilà. Et du coup, sur le site d'Asnières, juste pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, c'est à peu près combien de personnes ? 150 à peu près, en moyenne. Donc tout confondu, hein, du service RH jusqu'au maroquinier. Dans les différents ateliers, il y avait à peu près 1, 2, 3, 4, 5 ateliers vraiment différents chez Vuitton. Donc il y avait la coupe, tout ce qui était coupe du cuir. Il y avait la préparation, donc c'était tout ce qui était refend de parage. Donc c'est amincir le cuir avant la préparation, avant la couture, avant la teinture. Il y avait l'atelier d'assemblage, donc là où on monte le sac, on coud à la machine. Il y avait un atelier malle aussi, donc ça c'était l'atelier rigide, super intéressant parce qu'en fait il y a la plupart des choses qui étaient faites là-bas, c'était des commandes spéciales. Donc j'ai pu voir des pièces sublimes. Et est-ce que c'est dans cet atelier où il y a la fameuse malle où il y a la Coupe du Monde ? Oui. Et du coup tu l'as vue ? Ouais, avec plein de gardes du corps. Ah non, mais t'as pas vu que la malle, t'as vu aussi la coupe ? Ah oui. En fait, on avait une réplique pour faire la malle. Et à la fin, toute fin de la malle, une fois que c'était terminé, on ne sait pas si c'est la vraie, on ne sait jamais. Mais, il y avait plein de gardes du corps, donc on pouvait supposer que c'était... Ouais. Au moins, il y avait cette sensation que c'était peut-être sûrement la vraie. D'accord. Et du coup, le fait de travailler dans un plus petit atelier comme celui de Goyard, quelles sont les différences majeures entre ton travail, ici, et celui et chez Vuitton ? Ce qu'on requiert de toi en tant que maroquinière ici dans un petit atelier chez Goyard, plutôt que la différence d'un atelier chez Vuitton. Alors la grosse différence, c'est que je suis beaucoup plus polyvalente ici parce que c'est un tout petit atelier, donc tu dois savoir te servir de toutes les machines, tous les réglages, l'entretien. Ici, on n'a pas de mécanicien. Chez Vuitton, dans les grosses boîtes, on a des mécaniciens en fait qui sont là pour régler les machines, pour les réparer dès qu'il y a un problème. Ici, si la machine marche pas, c'est à toi de la démonter et de te débrouiller pour que ça marche, parce que en fait, dans tous les cas, le réparateur, il viendra pas avant une semaine, donc. Voilà, pour que tout ne soit pas bloqué, ça demande beaucoup de polyvalence, beaucoup de patience, et puis beaucoup d'entraide aussi, parce qu'on est très peu. Donc, dès qu'il y a besoin de porter, de tout, on est 6, 7, 8 aujourd'hui dans l'atelier. Donc, c'est quand même bien qu'il y ait des garçons pour nous aider. À porter les choses lourdes, il y a certaines étapes donc certaines étapes, on a besoin de quelqu'un, il y a d'un avis, aussi d'un avis, parce que par exemple, quand on fait nos teintures, on fait nos propres mélanges pour la coloration. Donc en fait, les teintures, donc du coup, ça sert à, juste pour expliquer... Colorer la tranche du cuir. En fait. Ouais. Le rebord, en fait, c'est le côté un petit peu caoutchouteux, je sais pas comment dire, un peu plastifié qu'on a sur le rebord des sacs. C'est ça. Pour cacher en fait toutes les épaisseurs de cuir. C'est la finition. Par exemple, ça ici, on le fait nous-mêmes. Alors que d'habitude, dans un autre atelier, c'est pas le cas ? Non, dans les grands ateliers, la couleur est définie, envoyée chez le fabricant et puis le coloriste, et puis vous recevez votre bidon et voilà. La couleur est déjà toute définie. En fait, dans les grosses entreprises, dans les gros ateliers, tout est défini. Donc le maroquinier a aucun choix. Tout est... C'est pré-mâché. Il est là en fait pour faire le sac. C'est ça. Pour rien faire à côté. Il n'a aucune décision à prendre. Tout est fait. Il y a des gabarits pour tout, pour qu'il n'y ait aucune erreur en fait. Alors des gabarits, c'est comme des patrons en couture. C'est ça. C'est ce qui nous permet en fait, c'est en carton. C'est ça. Si tu peux expliquer un peu ce que c'est qu'un carton gabarit. Ou en plastique, ça peut aider en fait à faire certaines étapes du sac pour que
la couture soit droite. C'est un guide en fait pour les machines. Ça permet de positionner les différentes pièces au millimètre près. Voilà, tout ça, on l'a pas dans un petit atelier. On le fait avec notre règle, on mesure, on pointe, on se débrouille. Tu dirais que c'est plus artisanal dans un petit atelier? Oui, complètement. C'est pour ça que c'est plus intéressant aussi, parce qu'on fait le sac vraiment de A à Z, contrairement à des grands ateliers où on fait pas forcément... tout du moins, on ne fait pas la coupe, et puis on fait pas forcément la préparation du sac. Souvent, c'est divisé en différents ateliers. Donc là, en fait, juste pour donner, pour que les auditeurs puissent visualiser, c'est-à-dire que là, par exemple, tu as un sac en croco, on te demande de faire un sac en croco. Ouais. Donc tu reçois la peau. Je reçois les peaux brutes. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on commande les peaux brutes. Après, on les envoie à colorer, au coloriste, parce que la teinte est définie par le designer. Après, on reçoit les peaux. Là, on fait toute la coupe. Donc avec nos gabarits en carton. Les gabarits en carton représentent chaque pièce du sac. Il faut à peu près 5 pots pour faire un sac. Alors, parce que ça dépend du modèle. Donc voilà, là, on parle d'un modèle qui s'appelle le Saigon PM. Voilà. D'accord. C'est un des sacs iconiques de la maison et qu'on réalise en croco. D'accord, je pourrais mettre un lien, vous verrez, je pourrais mettre un lien pour avoir une photo du sac. Juste, est-ce que tu peux expliquer le placement des gabarits sur les pots en croco? Parce que ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Selon, en fait... chaque morceau est défini. Par exemple, la queue du croco, on l'utilise très peu pour faire le sac parce que c'est une partie moins noble et moins jolie. Dans la maroquinerie en général. Dans la maroquinerie de luxe, bien évidemment, c'est sûr. Donc la queue du croco, on va l'utiliser uniquement pour faire le fond du sac et les bandoulières. C'est tout. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de queues qui sont jetées en fait. Elles sont pas forcément jetées, elles sont revendues souvent pour, par exemple, pour faire de la ceinture ou pour faire des plus petits modèles, des porte-cartes, voilà. Et pourquoi on l'utilise pas, la queue, en fait? Parce qu'elle est aussi belle que le reste de l'animal. Bah non, justement. Non. En fait, le croco, quand on voit une peau de croco entière, nous, la partie qu'on utilise le plus, c'est tout le ventre. Et sur le croco, on n'utilise que le dessous du croco. Jamais le dessus. Tout simplement parce que le dessus, si vous voyez un crocodile, c'est des énormes écailles et des gros pics qui ressortent. C'est impossible de faire un sac ou même de coudre parce que c'est de la corne, tout simplement. La peau de croco, c'est de la corne, comme de l'ongle en fait. Donc on n'utilise que le dessous du croco. Et la partie la plus noble, c'est le centre, le ventre du croco. Donc là, on va décider toujours de mettre la face avant du sac, la face arrière et le rabat s'il y en a un. Et voilà, les soufflets, les gousser, les parties qui sont sur les côtés. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs pots. Parce qu'une peau de croco, c'est assez petit en fait. Ça s'achète au centimètre carré. Donc on peut pas placer tout un sac dans une peau de croco, c'est impossible. Et tu peux donner une idée d'ordre de prix de peau de croco, centimètre carré, combien ça coûte à peu près? Alors pour le croco brillant, donc ce que nous on fait et ce qui est le plus cher dans la maroquinerie, une peau de croco c'est entre 1000 et 1500 € la peau. Sachant que le prix varie en fonction de l'espèce du croco qui est choisi. Donc il y a 3 types de croco utilisés en maroquinerie de luxe. Donc le porosus qui est la peau la plus noble. Donc elle est très reconnaissable parce qu'en fait sur chaque petite écaille carrée il y a un point, un petit trou qui est un pore en fait de l'écaille. Donc ça c'est le croco le plus noble. Et après il y a 2 autres espèces. Donc c'est Alors le porosus il vient d'où? C'est le porosus, donc c'est la peau la plus noble. Mais le croco, il vient d'où? Je sais pas si tu ça vient d'Inde et d'Australie. Toute cette partie. Et c'est un gros animal en général? C'est les plus grandes peaux. D'accord. Ouais. Utilisées en maro. Avec le Niloticus qui fait aussi partie des plus grandes peaux, mais qui est un petit peu moins noble, qui lui vit en eau douce, contrairement au porosus qui vit en eau salée. Enfin, qui peut vivre en eau salée.
Et le Niloticus, il vient du Nil d'Égypte, quoi. Et la troisième espèce qui est utilisée, c'est l'alligator, parce que c'est des petites peaux, donc des petites écailles. En fait, ce qui est important sur un sac, c'est de ne pas dénaturer l'espèce. Donc, quand on a un grand sac, on est obligé d'utiliser des grandes peaux. Et pour un petit sac, pareil, des petites peaux. Donc, on va plus utiliser de l'alligator pour un petit sac. Et au niveau de la taille des écailles, par exemple, il y a des crocos qui ont des écailles beaucoup plus grandes que d'autres, c'est ça ? Il y a des espèces de crocos avec des écailles plus grandes ? En fait, c'est surtout au niveau du Porosus et du Niloticus, les deux espèces les plus grandes, qu'on fait une distinction. Donc, il y a sur le Porosus le croco le plus noble. Donc, il y a ce point au milieu de l'écaille qui est très reconnaissable, mais aussi l'écaille est carrée et assez petite. Enfin, c'est homogène en fait sur la peau, contrairement au Niloticus où l'écaille va être un petit peu plus ronde et plus grosse. Voilà, après c'est un aspect esthétique. Je pense que si vous voyez 3 sacs, en croco, on ne saura pas forcément faire la différence tout de suite. Non, c'est pas flagrant. C'est vraiment pour les experts et puis. Faut savoir faire des différences. Ouais. D'accord. Et pareil, la taille des sacs va dépendre aussi de la taille des écailles. En fait, on s'adapte totalement. On s'adapte totalement par rapport à notre matière première. Oui et non, parce que quand on fait un sac, on peut trouver des très grandes peaux, mais après, le croco, c'est quand même un animal qui est protégé, qui est difficile à avoir. Donc. Mais justement, j'allais te poser des questions. Une question par rapport à ça. Ce croco, ces peaux qu'on utilise, elles viennent de fermes d'élevage. C'est pas du tout des animaux qui vivent dans la nature. Sinon, ils seraient trop abîmés, tout simplement. Parce que comme c'est des prédateurs, ils se battent entre eux. Donc les peaux seraient moches. Il y aurait des trous, il y aurait des morsures, des greffures. Non, là, toutes les peaux qu'on utilise viennent d'élevage qui proviennent des États-Unis, d'Afrique et d'Asie, et aussi d'Australie, puisqu'en Australie, il y a beaucoup de crocos. Donc, voilà. Et c'est difficile de se procurer du croco ? Ouais, c'est très dur, et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des placements lors de la coupe du sac pour essayer de cacher au maximum les petits défauts naturels de la peau, en fait. D'accord, ok. Et donc du coup, on revient un petit peu en arrière. Donc là, la peau on a reçu la peau. Ouais. On l'a fait colorer. Donc on l'a fait colorer. Elle revient. Donc là, elle est colorée, elle est prête avec la couleur qu'on veut. Donc là, on commence la coupe. Alors voilà. Donc là, du coup, on commence la coupe. Donc explique. Donc avec les gabarits de placement, on définit on place nos gabarits sur les 5 peaux. Donc le corps, la face avant, la face arrière, avec le rabat toujours sur le ventre de l'animal. Et après, tout est défini en fait avec le designer. On essaye d'avoir une homogénéité. J'arrive pas à le dire. Une homogénéité. Voilà, dans les écailles en fait, ce qui est très dur parce que les peaux sont assez petites en fait. Donc sur le rabat, on va essayer. Quand le rabat se ferme sur le sac, il faut que les écailles aillent avec la face avant pour qu'il y ait visuellement une continuité. D'accord, donc il faut vraiment que la taille des écailles de la face avant ce soit fluide en fait avec le reste du sac. Ça. Donc quand on commande les peaux, il faut que toutes les peaux fassent la même taille. C'est très important. C'est ce qu'on essaye de recevoir. Voilà. Mais c'est pas tout le temps le cas. D'accord. Et donc du coup là, on va couper la peau, donc on va à la presse, c'est ça, avec ce qu'on appelle des outils, des emporte-pièces. C'est ça, qui coupe. C'est une lame en fait qui fait la forme des gabarits qu'on a précédemment placés. Ok. Et donc du coup, à partir de là, on peut commencer le montage. Le montage du sac, donc coller les renforts à la colle, venir surcouper les bords pour avoir une tranche bien nette, quelque chose de très propre parce que le sac. Après, on doit faire la teinture, donc il faut que tout soit parfait au millimètre près. Et on commence les coutures à la main. Sur le croco, quasiment tout est fait à la main. Alors, juste
qu'on explique bien. Enfin, c'est vraiment couture à la main. Enfin, juste que tu expliques, tu as vraiment 2 aiguilles. J'ai une pince à coudre, donc je place entre mes jambes. C'est ma jambe qui appuie sur la pince pour tenir ma matière, en fait, pour avoir mes 2 mains de libre. Et je couds avec un seul fil et 2 aiguilles. D'accord. Et j'ai une alène pour donc m'aider à je coudre. mettrai Donc voilà. les photos. Donc c'est un petit outil qui permet de percer le cuir pour passer les aiguilles, parce qu'en fait le croco ou même les autres cuirs, c'est très dur. Hein. On ne peut pas le percer avec juste une aiguille. Donc du coup, il n'y a pas de couture machine sur ce modèle-là Très peu. Il y en a un petit peu sur la doublure, mais c'est tout. Sinon, tout ce qui est visible, tout est fait à la main. Et il y a beaucoup de maisons qui font encore que de la couture main? Non, il n'y en a plus beaucoup. Et les maisons de luxe le font vraiment que sur les pièces dites rares et exceptionnelles. Donc les pièces les plus nobles, donc celles en croco, en matière exotique. Chez Vuitton, ça leur arrive de le faire, sur les matières exotiques ou en croco. En fait, c'est les plus belles pièces. Donc, en général, on essaye de laisser l'artisan faire la pièce de A à Z, parce que c'est aussi un gage de qualité. Et puis, c'est pour ça que le sac est vendu aussi cher après. Hein. C'est parce qu'il y a des heures et des heures et des heures de travail. Le sac que tu fais, là, dont tu parlais tout à l'heure, il est vendu à combien à peu près? Il est vendu entre 36 000 euros et aux alentours de 40 000 euros. Voilà. T'étais pas stressée au début d'avoir entre les mains un sac à 36 000 euros? Au début, on prend son temps. Hein. Mais comme c'est le métier que j'ai choisi, on n'y pense plus très rapidement, en fait. Et puis on commence petit à petit. Au début, on travaille avec quelqu'un qui nous forme. On fait étape par étape et il faut prendre son temps. Enfin, c'est vrai que ça, c'est vraiment une chance dans l'atelier dans lequel on travaille aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune pression. Enfin, voilà, on a une liste de sacs à faire et ils sortent quand ils sont terminés. S'il y a besoin de reprendre, on reprend. Le sac ne sort pas de l'atelier s'il n'est pas parfait. Tu mets combien de temps pour faire le sac là dont on parlait? 2 semaines. 2 semaines, ouais. Non-stop sur le sac. Ouais, 2 semaines. Donc ça fait très 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 peu de pièces. Ça fait plus de 70 heures de travail. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en fait c'est vraiment des 80 heures même. Parce que oui. On est aux 39 heures. Oui, c'est vrai. 80 heures. On est aux alentours de 80 heures pour un sac. Et on est du coup 3 personnes maintenant à faire des sacs en croco. Et chez Goyard, on est les seules personnes à faire du croco aujourd'hui. Donc on n'est que 3 à faire des sacs en croco. Et donc ça fait quand même très très peu de pièces sur une année, par exemple, comparé à la quantité de sacs qui est produit en cuir ou en toile. Donc du coup, surtout des sacs en exotique, en croco, il y a aussi d'autres matières que tu as eu l'occasion, d'autres matières exotiques précieuses que tu as pu toucher? Chez Vuitton, j'ai beaucoup travaillé le python. C'était un peu leur spécialité sur ce site. Et l'autruche. Voilà, c'est l'autruche, le python et le croco, c'est les 3 matières exotiques que j'ai essentiellement travaillées. Après, il y a le lézard, mais j'en ai jamais fait. C'est des toutes petites peaux, donc en fait, c'est plus vraiment utilisé en maroquinerie. Peut-être qu'un jour, ça reviendra à la mode, mais pour l'instant, on n'en fait pas. Et une dernière petite question sur les matières exotiques. Donc, ce sont des matières exotiques, ce sont des peaux précieuses. C'est ça. Qui sont rares. Est-ce que dans les maisons, on a cette notion, on a conscience de la rareté en fait de la matière, que elle vient d'un animal qui a été tué en partie, pour sa peau. Oui. Est-ce que dans les ateliers, les artisans ont conscience de ça? Est-ce qu'on essaye de pas faire de gâchis? Comment on appréhende en fait dans les ateliers cette matière-là? Sur les matières exotiques, en général, il y a quand même très peu de gâchis. Tout ce qui reste, on le réutilise en général pour d'autres produits. Ou c'est revendu à des sous-traitants, à des petites entreprises qui vont l'utiliser pour de la gannerie ou pour se faire eux-mêmes leurs propres produits. Donc non, il y a très peu de gâchis et en fait ça se comprend tout simplement par le prix de la matière.
on ne jette rien. Et puis voilà, on essaye d'utiliser la matière au maximum. C'est pas une ressource inépuisable, c'est un animal, donc il faut quand même honorer un minimum la matière qu'on a entre les mains. D'accord. Ok. Du coup, au niveau des outils que tu utilises, donc tout à l'heure, tu as parlé de pince à coudre, d'haleine. Quels sont les outils principaux que tu utilises? Donc je suppose que... Alors, un bon ciseau pour commencer. J'utilise un cutter pour les basiques, des aiguilles, du fil, de la colle, un compas pour tracer toutes nos coutures, pour avoir un vrai tracé propre, des griffes à frapper. Donc c'est ce qui nous permet de marquer le cuir avant de coudre. En fait, comme ça, on voit vraiment la distance entre chaque point. Et puis après, on a des grosses machines plus imposantes dans l'atelier qui nous permettent d'amincir le cuir, de faire tout ce qui est relié à la préparation en fait. Donc on a une refendeuse qui permet d'amincir le cuir dans son épaisseur. Nous, souvent, quand on reçoit les peaux, elles font 7 dixièmes, donc 7 millimètres, je crois. Non, c'est un peu plus, un peu moins. Un peu moins. C'est vraiment très très fin, mais moins. Ouais, c'est beaucoup moins. Ouais. Non, je sais pas à quoi ça correspond, 7 dixièmes. Mais je le mettrai ouais. dans les notes. Et donc du coup, elles font 7 dixièmes. Et donc des fois, on a besoin de les amincir pour certaines pièces, notamment sur la doublure. Parce que sinon, on se retrouverait avec un sac qui serait très très lourd au porté. Donc on est obligé d'amincir au maximum. Déjà pour le côté esthétique, mais aussi pour le poids, qui est très important dans un sac. Parce qu'un sac qui est fait entièrement en cuir, à la fin, il ne faut pas qu'il pèse 3 kilos, parce que sinon la personne, une fois remplie, elle ne pourra plus le porter, quoi. Et voilà, c'est, on va dire, les outils principaux. Après, on a un couteau à parer. C'est pour amincir vraiment que sur le bord. Donc là où on vient faire notre couture, là où on vient faire la teinture, c'est vraiment... on essaye d'amincir au maximum vraiment pour le côté esthétique. D'accord, ok. Merci beaucoup pour toutes ces précisions très très techniques. Donc j'espère qu'on n'a pas perdu les auditeurs. Donc tu as choisi la maroquinerie, donc vraiment c'était un choix dès le départ. Parce que c'est un métier que tu aimes. Quels seraient les côtés un petit peu, peut-être un petit peu négatifs du métier parce que le monde n'est pas fait d'amour et d'eau fraîche et qu'il y a aussi des côtés négatifs et je pense que c'est important aussi d'en parler. Je pense que moi, ce qui me manque, c'est le côté relationnel. On voit pas les clients, par exemple. On n'a aucun contact avec les gens à qui on vend nos sacs. Donc ça, c'est... des fois, ça serait sympa. On aime bien quand les vendeurs nous racontent des petites anecdotes. C'est toujours sympa. Et puis, on a très peu de contact avec les boutiques aussi parce que nos ateliers sont un petit peu secrets pour garantir la sécurité des employés et des sacs surtout. Donc ce qui me manque le plus, c'est l'échange avec les clients et puis même les autres employés de la maison. Il y a une grosse entreprise qui est dans le sud de la France qui est la maison mère, on les a jamais vus alors qu'on aimerait bien aller les voir leur savoir-faire, voir ce qu'ils font parce qu'ils font du coup pas du tout la même chose que nous. Nous, on fait vraiment quelque chose de très spécifique, donc les sacs en croco. Eux, ils font tout ce qui est malle, tous les autres sacs iconiques de la maison. Donc ça, c'est un petit peu le côté négatif, c'est que tout est très secret. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les maisons ? Alors le côté relation client, vendeur, oui. Ça, quand t'es dans l'atelier, on n'a aucun contact avec les boutiques. Vraiment, c'est très rare, sauf lors de démonstrations. Mais chez Goyard, on n'en fait pas. Des fois, ça arrive. Chez Vuitton, ça arrive régulièrement qu'il y ait des artisans qui aillent en boutique pour vraiment montrer aux clients comment leur sac est cousu, qui se rendent vraiment compte que c'est un métier à la main, quoi. Tout est fait à la main et c'est un métier artisanal.
Et du coup, pour le côté secret ? Et le côté secret, c'est quand même bien gardé. On n'a pas envie de raconter à tout le monde nos petits secrets, nos secrets de fabrication. Savoir-faire. Voilà, c'est le savoir-faire. Même si la maroquinerie, ça reste de la maroquinerie, peu importe où on travaille, c'est les mêmes techniques, les mêmes outils, c'est le même savoir-faire. Même général. les sacs se ressemblent au final quand on y réfléchit. Oui, c'est... en fait, les modèles qui marchent, c'est toujours la même chose. C'est la mode, ça se répète, donc ça se modifie, mais c'est toujours la même chose. D'accord. Alors moi, il y a une question que je pose à tous mes invités. C'est une question... Non, avant ça, d'abord, je voudrais d'abord te poser une autre question. Si, par exemple, un jeune voulait se lancer dans la maroquinerie, donc est-ce que tu lui conseillerais Alors déjà, je lui conseillerais de faire ses études en alternance, parce que... c'est vraiment concret, quoi. On se rend vraiment compte de si oui ou non on est fait pour ça, si vraiment oui ou non on aime, parce que sinon ça sert à rien de continuer. Moi, je pars du principe, si ça vous plaît pas, arrêtez et changez, quoi. Parce que ça sert à rien de perdre son temps. Et puis, de toute façon, on peut changer de métier autant de fois qu'on veut dans une vie. C'est fini à l'époque où on rentrait dans une entreprise et on y restait 20 ans. Donc non, foncez, faut faire les choses avec envie, avec plaisir, et puis tout en restant assez lucide sur le fait que non, vous n'allez pas aller travailler tous les matins en vous disant youpi. Mais ouais, c'est important de faire ce qu'on aime. Et une question que j'avais pas prévue, on gagne bien sa vie ? Tout est relatif. En général, je parle pas d'une entreprise en particulier. Ça dépend des postes. Après, à formation égale, on va dire, par exemple, mon copain a le même niveau d'études que moi, quasiment. Il gagne beaucoup mieux sa vie. Et c'est un milieu totalement différent. Lui, il est dans l'informatique. Ouais. Mais voilà. On va dire à niveau d'études similaire, non. On gagne moins bien sa vie que dans certains. Mais bon, c'est une passion, quoi. C'est un choix. C'est un choix. C'est vraiment un vrai choix. D'accord. Et justement, tu parlais des différents postes dans un atelier. On n'en a pas parlé. J'aurais bien aimé aborder les différents postes qu'on trouve dans un atelier de maroquinerie. Alors, ça dépend en général, la taille. oui. La taille de l'atelier, ça varie énormément, bien sûr. Mais on part du designer, celui qui fait vraiment le dessin, qui choisit tout, la matière, la couleur du sac, qui fait son dessin. Il le transmet à un modéliste, prototypiste. C'est la personne qui va monter le premier volume, en fait, qui va prendre un cuir, qui va suivre les instructions qu'on lui a données. Et puis après, ce prototype, ce modèle peut être refait plusieurs fois. En général, c'est jamais parfait dès la première fois, Donc on peut en faire des dizaines jusqu'à temps que le sac plaise au designer. Et une fois que ça plaît, on fait une tête de série. Donc on fait 10 sacs en général. Ça, c'est à peu près commun à toutes les entreprises. Et il faut que ces 10 sacs soient identiques. Donc du coup, on est passé du designer au modéliste prototypiste, au maroquinier directement quand on est dans une petite entreprise. Par contre, quand on est dans une grande entreprise, il y a des intermédiaires. Donc déjà, il y a des chefs d'équipe qui vont organiser le travail, qui vont cloisonner, on va dire, le travail, séparer les étapes. Il y a des chefs de projet. Ils sont là pour prendre les décisions très techniques sur le nombre de points au centimètre, par exemple, sur un sac, sur la taille de la fermeture éclair, sur tous ces petits détails. C'est eux qui vont prendre la décision. Ça, c'est pas le designer. Lui, il s'occupe vraiment que du visuel, que de l'aspect, mais pas de l'aspect technique. D'accord. Donc, si je résume, designer, modéliste, prototypiste. Modéliste prototypiste. Voilà. Et alors, il peut y avoir un metteur au point après ça. Donc, lui, c'est vraiment la personne qui va industrialiser le produit, qui va dessiner le sac sur ordinateur pour avoir tous les plans sur ordinateur, pour pouvoir sortir les gabarits, les outils, tout ça. Et ça, c'est que dans les grandes entreprises. Quand les sacs sont fabriqués à grande échelle, en grande quantité. Et ensuite, du coup, viennent les maroquiniers. C'est ça. D'accord. Ok, très bien. Donc, du coup, je passe à ma dernière question que j'aime poser à tous mes invités. Donc, moi, il y a un sujet
auquel je m'intéresse énormément, j'aime beaucoup me renseigner, c'est le management. Alors, il me semble que toi, tu n'as jamais managé d'équipe. Non, j'ai formé des gens en atelier, mais c'est pas moi, j'étais pas leur chef. Donc, ok. Bah écoute, c'est pas grave, tant mieux, parce que du coup, je te poserai quand même, la question quand même, parce que je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir été manager pour savoir ce que c'est qu'un bon manager. C'est bien aussi de poser des questions à des personnes qui ont été managées. Donc je suppose que tu as déjà dû avoir, j'espère, des très bons managers au cours de ta carrière. Du coup, quels sont selon toi les critères qui définiraient que ces personnes-là étaient des bons managers? Je pense que déjà, ils étaient accessibles. C'est des gens avec qui on pouvait parler. Donc ça, je pense que c'est la première qualité. Parce que si on ne peut pas parler avec son chef, c'est assez compliqué. C'était des gens qui étaient à l'écoute. Moi, quand j'ai eu un petit souci, je pouvais aller les voir et c'était pris en compte. Et voilà, l'écoute. Et puis, être humble. Je pense que ça, c'est important. Moi, je pense que voilà. Je pense que je me raterai là. Sinon, après, on peut faire toute une liste, mais non. Puis savoir être juste, je pense que ça paraît logique, mais c'est pas forcément facile. Parce qu'en fait, on s'attache peut-être plus à d'autres personnes qu'à d'autres qu'on aime moins. Mais quand on est chef d'équipe ou manager, il faut savoir être juste, quoi. Il faut savoir prendre du recul. D'accord. Et surtout que j'ai l'impression que dans les ateliers, surtout les gros ateliers, c'est très vertical. La hiérarchie est très verticale. Ouais, c'est très structuré. Donc, vous n'allez pas voir votre RH sans parler avant avec votre chef d'équipe. Mais en même temps, ça paraît aussi normal parce que si les 150 personnes faisaient ça, ça serait compliqué à gérer, quoi, pour une seule personne. Donc, c'est structuré, mais en même temps, c'est nécessaire dans une grosse entreprise. D'accord. Ok, merci beaucoup, Morgane. Il n'y a pas de quoi. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a plu et j'en suis ravie. N'hésitez pas à suivre le podcast sur votre application d'écoute, à y laisser un petit commentaire ou un mot doux et surtout à le partager autour de vous. Ça m'aide énormément pour la poursuite de ce projet et ça m'encourage beaucoup. Si vous avez des questions ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @luxe et artisanat tout attaché. Je publie des photos qui illustrent les épisodes. Vous pouvez également me contacter sur LinkedIn à Soukaina Gutiérrez. Après toutes ces informations pratiques, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Luxe et Artisanat.